Bonjour à tous. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par France Biotech. C'est un webinaire qui est proposé ce matin par la commission Corporate Finance de France Biotech, donc qui est l'un des groupes thématiques, l'un des 30 groupes thématiques proposés par France Biotech. Et nous sommes heureux ce matin de vous proposer ce webinaire sur le thème comment financer sa technologie grâce à l'IP Box en partenariat avec le cabinet B Conseil. C'est un webinaire qui dure 1 heure. Nous allons avoir une présentation de nos deux experts du jour pendant une trentaine de minutes, et puis après il y aura un temps de questions-réponses avec l'ensemble des participants. Donc évidemment pour nous c'est un sujet évidemment clé, puisque nous avons même une task force dédiée au financement de l'innovation qui travaille sur l'ensemble des sujets. Vous savez que l'une des missions de France Biotech, qui rassemble aujourd'hui 700 entreprises du secteur, principalement des startups, des TPE et des PME, c'est de faire en sorte que l'environnement pour toutes nos entreprises soit le plus favorable possible, et notamment sur le terrain du financement et de la fiscalité. C'est le sens des travaux de la commission Corporate Finance de France Biotech. Donc ce matin, on a le plaisir d'accueillir donc nos deux experts du cabinet B Conseil, membres de France Biotech. Et donc je salue Julien Soilly, qui est directeur fiscal de B Conseil et qui est accompagné de Mitsuaki Vino, qui est manager innovation chez B Conseil. Juste avant de vous laisser la parole, messieurs, je signale que vous avez à tous les participants donc un chat qui est disponible, sur lequel vous pouvez interagir, et que les questions sont accessibles. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions, on a fait simple, qui se trouve donc en bas à droite, normalement, si les choses sont bien faites, de votre écran. Voilà, bonjour Julien et Maxime, on vous laisse la parole. Yes, merci beaucoup Olivier pour cette introduction. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de pouvoir animer ce webinaire pour France Biotech. Merci beaucoup aussi à Pauline et à Chloé qui nous ont aidé à organiser et qui nous ont invités aussi sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler de l'IP Box, qui est un dispositif fiscal qui permet la réduction d'un impôt. Alors, en bref, l'IP Box, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet une réduction d'impôt liée sur les bénéfices qui sont générés par la propriété intellectuelle. C'est un dispositif qui a été mis en place pour les entreprises bénéficiaires et qui permet une réduction de 15% sur ces bénéfices qui sont liés à la propriété intellectuelle. Ces bénéfices donc sont liés à la cession ou la sous-concession de propriété intellectuelle, et cela va concerner majoritairement les brevets, les licences, comme par exemple quand on a produit un logiciel et qu'on le vend en SaaS, on concède des licences, ou la transmission de savoir-faire. Le taux d'imposition qui est révisé, il est calculé à l'aide d'un ratio Nexus qui est lié aux dépenses de R&D, internes ou externes. Donc voilà, cette brève introduction vous permet de voir en global le dispositif. Et bien sûr, ce sera Julien qui présentera, notre directeur fiscal, qui présentera en détail le dispositif et tous ces enjeux qui sont liés à la fiscalité. Avant cela, nous avons décidé de vous proposer 3 cas d'études qui sont des cas d'études plutôt liés au secteur des biotechnologies et de la medtech. Et du coup, on vous propose un premier cas qui va être qui va concerner la cession de brevets. Donc, admettons, je représente un groupe engagé dans la recherche pour lutter contre le diabète. Notre cœur de métier, ça consiste à développer des procédés de mesure pour développer des solutions médicamenteuses innovantes. Lors de nos recherches menées par l'un de nos départements, nous avons exploré une piste qui permet de détecter des cellules endommagées dans un contexte spécifique. Ainsi, on a créé finalement une nouvelle technique d'imagerie avancée qui présente des performances vraiment supérieures à l'état de l'art en termes de précision et de rapidité. La conclusion de nos recherches, elles ont conduit à un brevet et qui décrit ce procédé de détection
Cependant, nous, notre groupe, on travaille majoritairement dans le diabète et ce brevet n'est pas vraiment utile à notre cœur de métier. Par contre, ce dernier, il est pertinent pour tout ce qui va être pathologie cancéreuse. Dans ce cadre, le groupe a décidé de vendre ce brevet à un groupe confrère qui est spécialisé plus dans le développement de solutions contre le cancer. Pour un montant de 4 millions d'euros, ce groupe il pourra tirer pleinement parti de cette innovation. Et nous, de notre côté, cela permettra de générer du chiffre d'affaires. Dans ce cadre, on est dans le cas typique d'une cession de brevet. Et les bénéfices qui sont liés à la vente de ce brevet, elles sont éligibles à l'IP Box. Du coup, la réduction d'impôt sur ces bénéfices générés, c'est-à-dire les 4 millions générés, elle pourra représenter, en fonction bien sûr, et on le verra tout à l'heure avec le ratio Nexus, elle pourra représenter une économie fiscale qui pourra atteindre 600 000 euros. Donc une réduction de 15% sur l'imposition, normalement à 25%, une réduction de 15% qui descend à 10%. Le deuxième cas d'étude, donc là, on est plus sur un cas où on va être dans la concession ou la sous-concession d'un brevet. Donc, voilà, je suis dirigeant d'une entreprise en biotechnologie. Nous, on fait de la recherche animale et végétale. On a autour de 60 chercheurs et on se distingue dans notre expertise en recherche moléculaire. L'un de nos derniers accomplissements, c'est le développement d'une nouvelle méthodologie de détection moléculaire à l'aide d'un système microfluidique de phénotypage à haut débit. C'est des choses qui se font très fréquemment en ce moment. Et cette technologie, elle permet de détecter avec précision des molécules spécifiques. Donc, cette dernière, elle est efficace pour identifier différentes maladies. Et on a décidé de protéger cette nouvelle méthodologie qu'on a développée à l'aide en déposant un brevet. Donc, une fois ce brevet déposé, les résultats sont très prometteurs et on pourrait développer un kit de détection pour diagnostiquer certaines maladies recherchées dans l'état de l'art actuellement, justement. Cependant, nous, on est une structure modeste et nous n'avons pas les moyens en interne de développer ce kit de détection. Ainsi, nous avons décidé de concéder une licence, de louer notre brevet à une structure qui dispose de plus de moyens. Ainsi, pour soutenir le développement d'une plateforme de détection, pour l'entreprise à qui nous louons ce brevet, nous mettons également en place nous mettons également en place une prestation de nos ingénieurs qui vont assurer la passation du savoir-faire relatif à cette propriété intellectuelle. Dans le cadre de cette location de brevets et ces prestations que l'on va mettre en place avec nos clients, tous ces bénéfices qui sont générés par cette propriété intellectuelle, elles vont être éligibles à la réduction IP Box. Ainsi, la société pourra bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses bénéfices pouvant aller jusqu'à 15% des dépenses qui ont été jusqu'à 15% pardon, d'imposition sur les bénéfices. Le dernier cas d'étude, ça va être un cas d'étude qui va plus concerner, donc là on a parlé beaucoup de brevets où la propriété intellectuelle est relativement flagrante, mais on a aussi des cas où la propriété intellectuelle finalement c'est un logiciel. Ce logiciel il n'est pas forcément protégé par un brevet, cependant il y a quand même de la concession, de la sous-concession de licence dans ce cadre. Donc ici par exemple je suis le dirigeant d'une startup qui est spécialisée dans le développement de logiciels en bioinformatique. La première réalisation, et là c'est lié au cas d'étude avant, c'est de créer un logiciel qui permet d'exploiter finalement les résultats de mesures de la recherche moléculaire qui a été faite dans le cas précédent. Et on a créé finalement un logiciel qui permet d'exploiter ces données, de bien détecter, avec une IA qui permet aussi de faire des diagnostics rapides. Ce logiciel, je décide de le vendre en SaaS à différentes entreprises spécialisées dans la biotechnologie.
en format SaaS, donc des licences chaque mois ou à l'année. Nous avons généré à peu près 400 000 euros de ventes annuelles sur ce logiciel. Le deuxième cas, c'est que ce logiciel, il est relativement complexe à utiliser et donc nous avons mis en place de la prestation sur la formation pour permettre à nos clients d'exploiter pleinement ce logiciel et de le rendre accessible à un plus grand nombre de collaborateurs. Dans notre exemple ici, seule la concession des licences en SaaS est éligible à l'IP Box. C'est-à-dire qu'on pourra bénéficier d'une réduction qui pourra aller jusqu'à 60 000 euros. En revanche, les bénéfices qui sont liés à la formation, elles ne sont pas inclus dans le calcul parce que ce n'est pas considéré comme de la transmission de savoir-faire. Voilà, donc l'idée de ces 3 cas d'études, c'était de vous montrer où est-ce que l'IP Box peut s'appliquer et en le spécialisant dans la biotech, mais ça marche aussi, bien sûr, dans d'autres cas, à partir du moment où on a un brevet et à partir du moment où on concède une licence. Je vais laisser la parole à Julien Soilly, qui va vous présenter en détail le dispositif sur le plan technique et sur le plan fiscal. Merci Mitsuaki pour ces présentations. Effectivement, c'était bien de dresser un petit peu les différents cas qui pouvaient se présenter et surtout les spécificités sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette présentation. Cette présentation va se dérouler en 4 temps désormais, avec présenter justement quelle est la particularité de ce dispositif, parce qu'il est extrêmement spécifique et différent de bien des autres. Quelles sont les opérations concernées, pour faire un petit peu le parallèle avec ce que disait Mitsuaki à l'instant, c'est-à-dire que voilà pourquoi vous avez le droit à telle et telle réduction d'impôt. Tout simplement, on va les expliquer par la suite. Et puis comment on fait le calcul, parce que Mitsuaki a déjà évoqué le fameux sujet Nexus, mais on va y revenir et vous allez voir que finalement les modalités de calcul sont assez simples. Et puis enfin la déclaration, puisqu'il s'agit aussi d'une option et qu'il va falloir donc la déclarer. Alors débutons d'abord par le principe de l'imposition à taux séparé, parce que je voulais revenir un petit peu sur ce point pour que l'on puisse bien appréhender ce levier fiscal. Donc de manière classique, quand on paye l'impôt, on détermine son résultat fiscal et votre expert comptable ou des personnes en interne donc font les dépenses non déductibles, rajoutent les produits on fait l'ajout des dépenses non déductibles et on déduit les produits non imposables et on obtient le résultat fiscal. À ce résultat fiscal, on applique un taux de 25% ou de 15% dans des cas particuliers, pour faire simple, des PME, et on obtient l'impôt que l'on doit payer. Le dispositif nous permet d'extourner une partie des résultats, une partie des produits, pour ne pas les imposer à 25%, mais à 10%. Donc finalement, le dispositif IP Box est d'abord une imposition à taux séparé. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la fiscalité qu'on a ce type de levier fiscal. Ça veut dire qu'on va avoir 2 impositions, une imposition au taux de droit commun et une imposition des résultats de la propriété intellectuelle. On va simplement les extourner, les enlever extra-comptablement du résultat fiscal de droit commun. Et la deuxième chose, c'est un taux avantageux. Alors, j'aime pas trop parler de taux réduit, parce qu'en réalité, le taux réduit, c'est celui de 15%. On est vraiment sur une imposition à taux séparé, une imposition avantageuse qui vous permet de diminuer finalement l'impôt dû. Au lieu d'être imposé à 25%, certains revenus, voire tous les revenus, seront imposés à 10%, d'où la réduction d'impôt au final de 15%. Et voilà un petit peu le mécanisme. Donc ça veut dire également, si on a dit ça, que pour bénéficier de l'IP Box, il faut aussi payer de l'impôt. C'est la base. On n'est pas comme sur un crédit d'impôt où on n'est pas obligé de payer l'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un moyen de paiement et si on n'a pas d'impôt, on récupère du cash. On n'est pas sur une exonération d'impôt où on ne paye pas d'impôt. On est sur un taux préférentiel qui nous permet de moins payer d'impôt. Donc par nature, effectivement, il faut payer de l'impôt. Ça veut dire aussi que si vous êtes dans une situation où vous êtes imposable, mais que vous avez soit des reports en arrière de déficit, soit vous bénéficiez d'une exonération de type GUI, entreprise nouvelle, etc., vous ne pourrez pas en bénéficier. Ça ne veut pas dire que vous n'en bénéficierez pas ultérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir justement au moment où on va bénéficier de ce dispositif, mais à l'instant T, en tout cas, il n'y aura pas d'avantage. Et puis pour terminer, on y reviendra, il y a bel et bien un cumul entre le crédit d'impôt recherche
et l'IP Box. Hein. Ça c'est important. Mais c'était important également de dresser un petit peu cette particularité et surtout de bien avoir en tête, donc comme je le disais, qu'il faut payer de l'impôt pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Bon, ceci étant dit, on va aller un petit peu plus en avant. Et en tirer les conséquences. Et avant d'aller plus loin, eh bien, il faut d'abord préciser une chose. J'ai dit, il faut payer de l'impôt. J'ai dit, on extournait de l'impôt de droit commun pour avoir une imposition séparée, mais il faut évoquer tout de suite le sujet de la participation. Pourquoi? Parce que la participation, la réserve spéciale de participation, elle est calculée précisément sur l'impôt de droit commun. Auparavant, le dispositif qui existait était placé sous le régime des plus-values, donc qui était prévu dans le calcul de la participation. Désormais, ça n'a pas été prévu. Donc ça veut dire que mécaniquement, si vous déduisez votre impôt au final entre l'impôt de droit commun et l'imposition à taux séparé, bah, si vous diminuez l'imposition de droit commun, vous diminuez la participation. Voilà. Donc ça peut aussi poser des difficultés d'ordre social au sein de vos entreprises. Donc voilà, sachez que c'est un sujet qui a été porté à la connaissance du gouvernement. Il y a une réponse au mois d'avril de la part du gouvernement. Donc le sujet est bien connu. Alors vous avez plusieurs options. La meilleure option, évidemment, celle que l'on ne peut que conseiller, c'est de signer un accord dérogatoire avec le CSE. Ou alors, certaines entreprises ont considéré que finalement, elles prenaient pas forcément un risque majeur à déposer, à calculer leur participation sur l'intégralité. Pour ma part, effectivement, je préfère l'accord dérogatoire, évidemment. Et puis la dernière chose, donc avant d'aller plus en avant, c'est de préciser que c'est bien un dispositif qui est optionnel. Et j'y reviendrai sur les caractéristiques de l'option. Donc maintenant qu'on a bien présenté le dispositif avec ses spécificités, ses particularités, qu'on a bien évoqué les conséquences sur la participation qu'il faut bien avoir en tête, eh ben on va rentrer un petit peu dans le dur et voir finalement quelles sont les opérations concernées. Alors, là aussi, j'ai pas fait de slide spécifique parce que c'est totalement inutile. Hein, rapidement, en introduction de cette slide, donc toutes les entreprises sont concernées. La doctrine a exclu les entreprises artisanales et civiles et les inventeurs personnes physiques. Mais globalement, voilà, on peut quand même assez aisément indiquer que l'ensemble des entreprises sont concernées par le dispositif. Alors, le dispositif va concerner les entreprises qui ont certains actifs particuliers. Et c'est là où il faut les décliner d'ores et déjà. Donc, le dispositif va concerner les entreprises qui disposent de brevets d'actifs incorporels. Donc, d'abord, les brevets. Les brevets, bah, c'est toutes les actifs incorporels qui sont prévus par l'article 611.2 du Code de la propriété intellectuelle. Bon, je ne vais pas forcément aller dans le détail, c'est pas non plus l'objet du jour d'aller dans le détail, mais simplement dire que derrière la notion de brevet, on a les brevets à proprement parler, mais également les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection. Alors, ce qui est intéressant par contre par rapport à d'autres dispositifs que l'on peut avoir qui vont être limités à l'espace économique européen. Là, au niveau du dispositif IP Box, la doctrine va intégrer dans le dispositif tous les brevets même les brevets qui ont été déposés à l'étranger. Voilà. Évidemment, votre brevet doit être en cours de validité. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir été déclaré nul, par atteinte d'échéance, qu'il ne soit pas tombé dans le domaine public. Moi, j'ai envie de dire aussi une autre banalité, mais que vous en ayez bien la propriété. Hein. Ça, c'est important parce que on enfonce des portes ouvertes, mais parfois, on peut avoir des surprises. On peut aussi bénéficier du dispositif lorsque l'on est en cours de délivrance. Hein. Alors c'est là où il peut y avoir un petit sujet parce que parfois les délais peuvent être un peu longs et la règle c'est de dire que si le titre n'est pas délivré à la clôture du troisième exercice qui suit celui où vous avez opté pour le dispositif, vous devez rectifier, vous devez revenir en arrière et en tirer les conséquences, c'est-à-dire pour ce brevet-là, ne pas bénéficier de l'IP Box. Alors la doctrine nous précise que vous ne perdez pas, vous n'avez pas une déchéance de l'option, vous maintenez l'option, mais voilà, dans la pratique, c'est un petit peu particulier. Donc les brevets, ça c'est le premier point. Les certificats d'obtention végétale que
que j'exclus un petit peu tout de suite parce que c'est pas forcément l'objet. Hein, ce sont les certificats qui sont délivrés par l'instance nationale des obtentions végétales. On a ensuite, et Mitsuaki en a un petit peu déjà évoqué la particularité tout à l'heure lorsqu'il a parlé du mot de SaaS, les logiciels protégés par les droits d'auteur. Hein. Donc c'est pas uniquement les logiciels, mais il faut bien qu'ils soient protégés par les droits d'auteur. Et d'ailleurs, on voit que l'administration, de plus en plus, nous pose des questions, nous interroge sur cette notion-là. Donc il faut en effet que le logiciel soit considéré comme original et qu'il porte en lui l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc je ne vais pas faire un petit peu tout le détail de l'originalité, mais sachez qu'il faut que votre logiciel il ait cette particularité pour que vous puissiez bénéficier du bénéfice de l'IP Box. Et puis, là aussi, on l'a évoqué, les procédés de fabrication industrielle. Parfois, les contrats, en effet, prévoient l'exploitation d'un brevet et également le transfert d'un procédé accessoire qui est lié à cet élément. Et ça me permet naturellement d'évoquer immédiatement un sujet, hein, c'est que on est sur du cas particulier, chaque entreprise a sa manière de procéder, et c'est de toute façon l'analyse du contrat qui permettra j'ai envie de dire, de trouver la solution pour les cas un petit peu particuliers ou les cas un petit peu compliqués. Le contrat, il n'y a rien de mieux pour s'en sortir. Des conditions également propres au bien que je viens d'évoquer. Hein. Il faut que le bien soit immobilisable, et là je pèse mes mots. Immobilisable, ça veut dire que il ne doit pas forcément être immobilisé, mais qu'il ait les caractéristiques d'un bien qui pourrait être immobilisé. Hein. Bon, ça veut dire aussi d'emblée qu'on exclut naturellement les actifs de la propriété intellectuelle pour lesquels on ferait commerce. Voilà, si on achète un bien pour le revendre, évidemment, on n'est pas dans le dispositif. Hein. Qui dit immobilisable dit qu'on a l'intention de le garder un certain temps dans l'entreprise. Il faut que le bien soit une source régulière de profit, qu'il ait une pérennité suffisante et qu'il présente un caractère cessible. Parmi les actifs, on va exclure tout ce qui est marque, dessin et modèle. Hein, voilà, ça c'est très clair. Et puis, je vais en arriver à l'option, puisque donc l'option, elle va se faire par actif, hein, par principe, c'est-à-dire que on va d'abord opter pour un actif, et puis si on n'est pas en mesure de déterminer les dépenses, de dire c'est par rapport à tel actif ou tel autre actif, eh bien on peut globaliser et faire une famille de produits. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais par exemple le cas du dépôt de brevets à l'étranger. Vous êtes incapable de dire que la dépense que j'ai engagée, elle est pour le brevet américain ou pour le brevet français. Donc on va peut-être dans ce cadre-là opter pour une famille d'actifs. Et vous pouvez aussi opter pour les familles de biens. Alors, cette option, je vais y prendre du temps, elle doit quand même être express, c'est-à-dire c'est pas je veux bénéficier du dispositif et puis tout tombe tout cru. Non, il faut en effet le montrer à l'administration, elle doit être express, c'est-à-dire qu'on doit déposer de manière très concrète un imprimé, j'y reviendrai, l'imprimé 2468 ou 2467 selon qu'on est ou pas en intégration fiscale. Hein. Donc, il faut bien matérialiser cette option par le dépôt de la déclaration. Ça veut dire aussi que si on oublie de déposer la déclaration, l'option sera de manière irrévocable, elle sera perdue. Voilà. J'ai évoqué l'autre sujet, le caractère irrévocable. Quand on opte, on ne peut pas choisir telle année je vais opter, telle autre année je vais pas choisir. Ça veut dire aussi qu'évidemment, naturellement, il faut avoir une stratégie. Si on va acquérir un gros bien qui va peser, on va le voir tout à l'heure sur notre IP Box, si on sait qu'on va avoir un exercice déficitaire, voilà, si on sait qu'il y a un événement qui va se passer ou si on a une intégration fiscale que l'on va absorber telle ou telle entreprise ou l'intégrer au groupe fiscal, eh bien, on va se poser peut-être la question de savoir à quel moment on va opter. Voilà. Donc là, j'ai pas de règles à proprement parler à vous donner. Là encore, c'est le cas particulier. Hein. Donc, en tout cas, il faut bien avoir en tête qu'elle est irrévocable. Hein. Donc, si l'année N, j'ai bénéficié de l'IP Box, en N+1, j'ai un déficit fiscal, eh bien, si je n'opte pas, eh bien, je ne pourrai plus en bénéficier en N+2, alors même que j'aurai beaucoup de revenus liés à la propriété intellectuelle. Donc dans ce cas-là, si je veux maintenir l'option, il me faut déposer l'imprimé que je viens d'évoquer, 2467 ou 2468.
Et donc la dernière caractéristique, hein, comme je l'ai dit, et vous l'avez à l'écran, l'option, elle n'est pas globale, hein. Donc on peut vraiment choisir l'option, donc soit au niveau de l'actif, soit par bien ou service, ou soit par famille de biens ou de services. Voilà donc pour les opérations, les biens qui sont éligibles, les actifs qui doivent être en votre possession pour bénéficier du dispositif. Alors maintenant, on l'a évoqué en début de présentation, on parle bien de cession, concession et sous-concession. Alors c'est pas forcément une notion complexe, on va s'y arrêter quelques instants juste pour bien préciser le cadre, hein. Une cession de manière fiscale, c'est assez classique, ce sont les règles qui régissent les plus ou moins values. Eh bien, c'est toute opération finalement qui va entraîner la sortie de l'actif d'un bien. Voilà. Alors, voilà, la doctrine nous dit qu'on peut aller plus largement, hein, aux apports aux sociétés, aux échanges, au partage, aux donations, etc., etc. Par contre, le bien, lorsque vous êtes dans une situation de cession, si vous cédez un brevet, eh bien, vous devez détenir cet actif, ce brevet, depuis au moins 2 ans. Et il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre vous et la personne à qui vous cédez le brevet, hein. Donc là aussi, c'est un article du Code général des impôts qui fixe ce lien de dépendance. Voilà, mais on le connaît assez facilement. La concession, eh bien, c'est la doctrine, là encore, qui nous apporte des éléments, et vous les avez à l'écran, hein. La concession d'une licence d'exploitation est le contrat par lequel le titulaire d'un actif incorporel éligible concède à une personne la jouissance de son droit d'exploitation. Alors la concession, hein, ça aussi c'est important, elle peut être exclusive ou pas. Elle peut être conclue pour l'ensemble du ou des territoires pour lesquels l'invention bénéficie d'une protection, et porter sur la totalité des droits ou sur certains éléments. Il faut imaginer que la notion de licence, elle s'apprécie au sens large. Voilà. Donc là encore, hein, la protection en France, mais également la protection dans d'autres pays fait entrer la concession dans le dispositif de l'IP Box. La sous-concession, c'est d'avoir tout simplement un intermédiaire supplémentaire. C'est les mêmes règles de la concession. Voilà. On y reviendra éventuellement s'il y a des questions sur la notion de licence d'exploitation. Ce qui est important maintenant, c'est de regarder un petit peu la manière dont on va calculer l'avantage fiscal. Alors, il va se calculer finalement en 4 étapes. Il y en a bien 4 malgré tout à l'écran, vous allez voir. Je vais calculer mon résultat net, mais mon résultat net, c'est 2 opérations en une. Je vais calculer les produits qui sont éligibles, les produits de la propriété intellectuelle. C'est pas si simple. Quand on a un contrat, quand on cède, par exemple, une licence, eh bien, qu'est-ce qui relève de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui relève d'autres éléments, de la formation, de l'assistance, je ne sais que sais-je encore. Donc c'est ça qu'il va falloir faire avec attention. Il va falloir aussi déterminer les charges de recherche et développement qui ont permis d'élaborer l'actif, ont permis de construire l'actif. Là aussi, des particularités dans votre secteur. Une fois qu'on a déterminé le résultat net, on va déterminer un coefficient d'assujettissement, le fameux ratio nexus. Dans quelle mesure le bien a été conçu par l'entreprise qui bénéficie de l'avantage fiscal. On va calculer un taux. Et puis enfin, une fois qu'on a calculé notre résultat, une fois que l'on est en mesure d'appliquer un taux à ce résultat, on va avoir l'intégralité des revenus éligibles et il ne restera plus qu'à appliquer le taux de 10%. Hein, donc c'est un petit peu toutes ces 4 étapes que l'on va détailler à l'instant. Alors, voilà. La première opération, alors sur un brevet, quand on va céder un brevet, c'est relativement simple. On cède le brevet. Bon, en général, on a la majeure partie des éléments qui relèvent de la propriété intellectuelle. Lorsque l'on va être dans une situation de cession ou de concession
d'un logiciel, la solution peut être un petit peu plus complexe. Qu'est-ce qui relève de la propriété intellectuelle quand je fais payer une redevance pour l'utilisation de mon logiciel? Parce que derrière, je vais avoir de l'hébergement, je vais avoir probablement de l'assistance technique, je vais avoir de la mise à jour logicielle, de la véritable évolution, des évolutions majeures. Je vais avoir de la formation également. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, il est clair que en matière de dispositifs IP Box, les revenus éligibles, ce sont uniquement ceux qui relèvent de la propriété intellectuelle et donc pour la partie logicielle, uniquement des évolutions majeures. Tout ce qui relève de la formation, de l'hébergement, de la maintenance corrective est exclu du dispositif. Hein. Voilà, ça c'est important. Là encore, c'est naturellement le contrat qui va nous permettre de déterminer ce qui relève ou ce qui n'en relève pas. Hein. Donc là encore, je vous invite à avoir des contrats les plus clairs possibles parce que ça va permettre également, en cas de contrôle de la part de l'administration, de pouvoir s'y retrouver et de comprendre finalement ce que vous avez déterminé. Donc ça veut dire également, lorsque l'on a déterminé les revenus de la propriété intellectuelle, il faut en faire aussi déterminer les clés de répartition. Parce que si les choses sont très claires, on sait exactement quels sont les montants qui relèvent de la propriété intellectuelle, on n'a pas de difficulté. Immédiatement, on sait avec précision quel est le montant des revenus éligibles. Par contre, quand je prends l'exemple notamment des logiciels, c'est un peu plus complexe. Parfois, dans le contrat, on n'a pas forcément le détail de ce qui relève de l'hébergement, de ce qui relève de l'assistance. On a une redevance globale. Dans ce cas-là, il va falloir faire une clé de répartition. Alors là, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est d'avoir une méthodologie. Une méthodologie que l'on va conserver dans le temps. Bien sûr, on ne va pas changer de méthodologie d'une année sur l'autre. Donc, une fois que l'on a choisi sa méthodologie, on ne change plus. Hein, on peut aussi procéder par clé de répartition, par exemple, le temps passé au développement, le temps passé à la formation. On a un suivi temps en interne. On est en capacité, par ce suivi temps, de déterminer une certaine proportion de temps passé, et donc on peut rapporter ce prorata pour déterminer les revenus éligibles. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est une phase très importante et qui va là aussi se fonder uniquement sur les contrats. Seuls les contrats nous permettent de savoir si une répartition a été prévue ou pas. Et s'il n'y a pas de répartition qui a été prévue, il va falloir la déterminer. Hein. On n'entre pas du temps passé à la formation dans le dispositif de l'IP Box. Donc voilà, une fois qu'on a déterminé nos revenus, qu'on a analysé nos contrats, qu'on a fait nos clés de répartition, eh bien, on va pouvoir passer aux dépenses de R&D. Alors, j'y reviendrai là encore tout à l'heure. Les textes nous parlent bien de dépenses de R&D, même s'il peut y avoir un petit peu débat dans l'écosystème. À ce niveau-là, on est donc sur toutes les dépenses qui ont permis la création donc de l'actif. Les conditions d'abord de ces dépenses, je viens d'évoquer la première, la nature de dépenses de R&D. Il faut qu'elles soient en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement des actifs. Donc là, on retrouve un petit peu ce que l'on peut avoir en matière de crédit impôt recherche, et qu'elles soient réalisées directement ou indirectement par l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut faire appel à de la sous-traitance. Donc vous avez le détail des charges à l'écran. Elles sont un petit peu différentes du crédit impôt recherche. On n'a pas, par exemple, des dépenses de fonctionnement qui sont forfaitaires. Là, tout est au réel, hein, c'est-à-dire justifié par une facture. Les dépenses qui sont réalisées par des tiers, on n'a pas ce besoin de l'agrément. Hein. Et puis, on va aussi intégrer toutes les dépenses de création, d'acquisition d'actifs incorporels. Si par exemple, pour un logiciel, on a besoin d'obtenir de soi-même des licences, eh bien, on va les intégrer dans les dépenses. Je rappelle, on est dans un dispositif où l'objectif, c'est d'avoir finalement le plus de produits. Ça fait un peu bizarre de dire ça en matière de fiscalité, mais si vous voulez que le dispositif soit le plus intéressant, il faut payer un peu plus de revenus et avoir moins de dépenses. Donc sachez que quand il y a des dépenses d'acquisition, elles sont également intégrées. Tous les frais, prise de maintenance, de titre de propriété, évidemment. Voilà. Et puis vous avez donc des petites particularités de dépenses qu'il ne faut pas retrancher. Ça, ce sont les dépenses. Donc une fois qu'on a fait
déterminer nos produits. Une fois que l'on a déterminé nos dépenses, et là encore avec une belle traçabilité, hein, comme pour le crédit impôt recherche, on va être en mesure de passer à l'étape suivante qui est celle du coefficient d'assujettissement. Donc vous avez sur la partie droite un petit peu les modalités de calcul et puis le ratio Nexus sur lequel on va faire un petit focus. Le ratio Nexus, c'est un coefficient d'assujettissement. Dans quelle mesure le bien a été réalisé en propre par la société. Donc on va tout simplement calculer un taux en mettant au numérateur toutes les dépenses qui ont été faites en interne par vous et toutes les dépenses qui ont été confiées à une entreprise avec laquelle vous n'êtes pas lié. Voilà. Et puis, au dénominateur, on va intégrer l'ensemble des dépenses de R&D. Donc ça veut dire aussi que là, les dépenses qui sont concernées par ce taux, ce sont les dépenses depuis l'origine. Et les textes nous disent on peut s'arrêter, on peut prendre l'origine à partir de 2019. Voilà. Donc chaque année, ce taux devra être révisé et mis à jour en fonction des dépenses, en fonction de ce qui s'est passé dans l'année. Un exemple, vous avez une grosse dépense d'acquisition sur une année, eh bien ça va dégrader votre ratio et ça va le diminuer. Donc chaque année, encore une fois, j'insiste, il faut le calculer et on fait le calcul sur les dépenses depuis 2019. Donc ça veut dire qu'on va revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine traçabilité pour bénéficier également du dispositif. Hein. Donc dépenses de R&D en interne, plus les dépenses confiées à une entreprise qui n'est pas liée, divisé par l'ensemble des dépenses de R&D, plus les dépenses d'acquisition. On a eu en quelque sorte une marge d'erreur de 30%, c'est la raison pour laquelle on applique 130%, mais quoi qu'il arrive, le taux sera plafonné à 100%. C'est simplement si on a quelques dépenses qui sont réalisées avec une entreprise qui est liée, eh bien c'est pas grave, on ne va pas dégrader notre ratio, on restera à 100% parce qu'on a cette fameuse marge d'erreur de 30%. Alors, je vais évoquer, comme pour la participation, la particularité des dépenses d'innovation. Hein. Si je remets l'écran précédent pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est bien écrit dépenses de R&D divisé par dépenses de R&D. Donc si on envisage les dépenses de R&D au sens de l'article 244 quater B, première partie, si j'ai envie de dire, et que l'on réalise uniquement des dépenses d'innovation, 0 sur 0, on va avoir un taux qui est nul. Donc la question se pose de se dire, finalement, si je réalise exclusivement des dépenses d'innovation, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en effet, le taux pourrait être à 0, mais c'est vrai que si on y réfléchit, le coefficient d'assujettissement, le ratio Nexus, n'a pas vocation à exclure des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il peut y avoir une interrogation sur la notion de dépenses de R&D. Est-ce que l'on inclut ou pas les dépenses d'innovation? Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rescrits qui ont été déposés, de demandes auprès de l'administration et beaucoup d'accords favorables. Alors, je dois aussi vous indiquer qu'en ce moment, l'administration a plutôt une position un petit peu dure sur le sujet, en considérant que les dépenses d'innovation ne font pas partie de dépenses de R&D. Donc, on a certaines entreprises, par exemple, qui ont demandé un rescrit, qui l'ont obtenu, et l'administration leur a envoyé à nouveau un document en disant sur le passé, je ne vais pas y revenir, mais pour l'avenir, je ne partage plus la position que j'avais initialement indiquée. Voilà. Donc sachez que cette solution peut évoluer à l'avenir et que de toute façon, en tout cas nous par principe, on passe de toute façon toujours par une demande préalable auprès de l'administration fiscale qui s'appelle le service de l'accompagnement fiscal des PME pour les entreprises qui sont PME et par le rescrit pour les plus grandes parce que ça permet d'échanger et de discuter. Mais voilà quel est le sujet. Si vous entendez dire quelqu'un je fais des dépenses d'innovation, je ne peux pas bénéficier du dispositif, eh bien c'est tout simplement parce que on pourrait considérer que le ratio est nul. Cette position peut changer et là encore, n'hésitez pas à passer par le rescrit, par une demande préalable auprès de l'administration sur lequel évidemment vous ne prenez aucun risque. Voilà, il me semblait ce passage intéressant. Il faut également, dans les particularités, évoquer l'intégration fiscale. Je parle bien de l'option pour l'article 223A du Code général des impôts, lorsqu'une entreprise, finalement, se constitue dans un groupe fiscal pour que la société dite mère déclare en son nom propre l'impôt. Donc ça veut dire que là, on va appréhender l'IP Box au niveau
de la société mère. Ça veut dire aussi que dans le ratio Nexus, les dépenses de sous-traitance qui sont réalisées par deux entités du groupe ne sont pas considérées comme des dépenses auprès d'entreprises liées. Par contre, la particularité de l'intégration fiscale, c'est lorsqu'une entreprise intègre le groupe fiscal, l'actif qu'elle emmène avec elle dans le groupe fiscalement intégré est considéré comme une dépense d'acquisition. Et je vous l'ai indiqué, la dépense d'acquisition est au dénominateur du ratio Nexus, donc va dégrader le ratio Nexus. Donc ça veut dire que l'intégration fiscale peut avoir pour conséquence de dégrader le ratio Nexus lorsqu'une entreprise entre dans l'intégration fiscale, tout simplement parce que l'actif est considéré comme une dépense d'acquisition, et cette dépense d'acquisition, d'ailleurs, il va falloir la valoriser, déterminer la valeur vénale de l'actif, ce qui rajoute évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire une insécurité juridique, mais en tout cas un questionnement potentiel de la part de l'administration sur le sujet. Donc je reviens à mon intégration fiscale, donc des particularités au niveau des dépenses de sous-traitance et des particularités au niveau des dépenses d'acquisition. Ça veut dire aussi que quand je sors, par contre, du groupe fiscal intégré, je repars à zéro. Je n'ai pas de déchéance irrévocable de l'option. Je peux de nouveau opter. J'ai envie de dire, les compteurs sont placés de nouveau à zéro. Il ne me reste plus qu'à déclarer cet avantage fiscal. Je vous l'ai dit, il s'agit d'une option et cette option, elle est expresse. Il faut la matérialiser par le dépôt d'une déclaration. Donc je vous ai mis un petit peu à l'écran de manière schématique et synthétique finalement la vie fiscale d'une entreprise qui est face à deux obligations, une obligation de déclarer ses résultats et une obligation de payer son impôt. Voilà. La déclaration de l'IP Box arrive au moment de la déclaration du résultat, donc début mai ou le 15 jours calendaire lorsque l'on fait les téléprocédures. Donc en réalité, on dépose son option et son maintien d'option au regard de la déclaration 2468 pour les entreprises et 2467 pour les entreprises qui sont dans un groupe fiscalement intégré. Donc c'est début mai que cette déclaration va être déposée. C'est pas comme pour le crédit d'impôt recherche par exemple, où on le dépose avec le relevé de solde, donc le 2572. Là on est bien au moment du dépôt de la déclaration, de l'alias fiscal et donc de finalement la matérialisation et la confirmation de l'option pour l'IP Box. J'insiste énormément parce que l'absence de dépôt de cette déclaration provoque la déchéance de l'option, et cette déchéance étant irrévocable, c'est un petit peu dommage et ça peut être dommageable pour l'entreprise. Donc de manière très classique, vous avez, alors ça ce sont les imprimés pour voilà, donc l'imprimé 2065 de déclaration. Vous avez l'imprimé 2058A. 2058A, c'est le tableau de retraitement extra-comptable. Quand vous devez déclarer votre résultat fiscal, vous partez du résultat comptable et comme je l'ai dit, vous enlevez les charges, vous réintégrez les charges non déductibles et vous déduisez les produits qui sont non imposables. Et à partir de là, vous obtenez le résultat comptable. Puisque l'IP Box, je vous l'ai dit, est une imposition à taux séparé, il faut extourner extra-comptablement le résultat de la propriété que vous avez calculé et avec lequel je vous ai montré les manières de calculer. Et puis le 2468, vous expliquez très concrètement l'actif pour lequel vous avez opté et puis quels sont les montants obtenus. Voilà, il n'y a rien de plus classique dans cette déclaration. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est un petit peu différent de certains leviers fiscaux, c'est que vous devez déclarer, j'ai envie de dire, d'initiative. C'est-à-dire que lorsque l'administration vient vous contrôler, elle peut demander immédiatement la production de la documentation. Certes, vous avez un délai très minime pour la fournir, de 15 jours, mais néanmoins, si on ne les a pas sous le coude, ça va être compliqué. Alors, au niveau de la documentation, il faut absolument tout justifier dans la documentation. Alors, tout justifier, c'est quoi? Évidemment, les activités de R&D. Ça, j'ai envie de dire, c'est assez logique et assez classique.
le choix des actifs. Pourquoi vous avez choisi tel ou tel actif? Pourquoi telle famille d'actifs? Je vous l'ai dit, hein, on choisit par principe l'actif et puis la doctrine considère que si on n'est pas en mesure de dispatcher les revenus, on peut opter par famille d'actifs. Mais il faut expliquer pourquoi. Les clés de répartition, vous avez fait des choix, je vous ai dit, vous n'êtes pas en mesure de déterminer avec précision ce qui relève de la propriété intellectuelle dans mon contrat, de ce qui relève de revenus non éligibles. Vous avez fait une clé de répartition. Eh bien, il faut justifier cette clé de répartition. Et puis donc la méthode de répartition des frais entre les différents actifs. Hein. Vous avez opté pour différents actifs. Je vous ai dit, pour chaque actif, il faut faire le résultat net, produit moins charge. Donc, il faut affecter les charges à tel ou tel actif. Hein. Donc là, effectivement, il faut dire comment vous avez procédé. C'est très important. Inutile de trop tarder pour effectuer donc cette documentation parce que avec le temps, ça va être compliqué. Je vous l'ai dit, pour les dépenses de R&D, on peut revenir jusqu'en 2019. Hein. Donc voilà, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donc voilà un petit peu en quelque sorte, avant de terminer, quelques petites questions finalement que l'on doit se poser au préalable pour être certain d'être éligible. Hein. Vous avez vu les différents cas d'études, vous avez vu les modalités de calcul. Finalement, les premières questions, c'est la titularité de l'API. Effectivement, si j'ai un logiciel, est-ce que je suis bien titulaire de la propriété intellectuelle? Là encore, on enfonce une porte ouverte, mais il faut le faire. Est-ce que je suis ou pas en intégration fiscale? Ça peut dégrader. Est-ce que je suis bénéficiaire? Naturellement, c'est une question évidente. Est-ce que j'ai réalisé les travaux en interne par une société non liée, par une société liée? Est-ce que ce sont des dépenses de R&D, d'innovation? Est-ce que mes contrats sont clairs? Est-ce que j'ai une traçabilité des temps? Et quel est le meilleur moment pour lever l'option? Voilà. Il me semblait intéressant finalement de conclure sur ces questions parce que l'IP Box, on ne peut pas y prétendre si ces points-là n'ont pas été réglés au préalable. Alors, on devait finir aux alentours de 11h50 pour laisser la parole aux questions. Le timing est respecté. Avant de passer aux questions-réponses, et je tenais quand même naturellement à remercier une fois encore Olivier Chabanon et Chloé Evans pour leur confiance et pour leur accueil qui est toujours aussi jovial et sympathique. Merci beaucoup. Et donc, on va essayer de répondre aux différentes questions. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Mitsuaki pour cette très belle présentation. C'était très clair, très précis, avec des exemples concrets, donc un grand merci. On voit que c'est un dispositif qui est assez intéressant. Et donc là, on va passer juste à la session de questions-réponses. Donc on a eu quelques questions dans le chat et dans l'onglet questions. Si vous avez d'autres éléments, il nous reste une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas pour les participants à poser vos questions. Donc il y a une première question qui a eu lieu en début de session et qui était en lien avec le taux d'imposition des PME. Donc Hélène Benny qui posait la question: bonjour, dans le cadre des PME, nous sommes imposés à 15% versus 10% avec l'IP Box. Et donc, est-ce que cela représente une réduction d'impôt uniquement de 5%, enfin de 5 points du coup? Alors effectivement, si déjà vous êtes imposé à 15% et que vous n'avez à 15% et que vous n'êtes pas sur le taux de 25%, il est probable que le résultat fiscal finalement ne soit pas très élevé. Et en effet, l'avantage fiscal risque d'être un petit peu limité. Alors il peut être limité maintenant, mais à l'avenir, c'est toujours intéressant, là encore, dans une projection de mettre en place d'ores et déjà les bons réflexes. Mais a priori, à la lecture de ce que vous me dites, j'ai le sentiment qu'en effet, alors évidemment, c'est bien les 5%, ça c'est clair, et donc ça traduit un résultat fiscal qui n'est pas forcément aussi élevé. Donc, en effet, l'avantage n'est pas forcément intéressant, mais encore une fois, ça peut être intéressant pour le futur de se poser la question. Ok. Alors ensuite, on a une question. Bonjour à tous, merci pour le webinaire. Lorsque l'on évoque les entreprises liées, il s'agit d'entreprises ayant un lien capitalistique, point d'interrogation, ou d'entreprises faisant partie d'un groupe fiscal? Alors, là encore, excellente question. Donc, on n'est pas
effectivement sur un groupe fiscal. Le groupe fiscal, c'est vraiment l'article 223A, c'est vraiment une option également du CGI. Là, on est vraiment sur la notion fiscale de lien de dépendance. Elle est fixée par l'article 39 du CGI. Et au point 12, donc les liens de dépendance, c'est lorsque l'une détient directement ou par une personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou exerce en fait le pouvoir de décision, et lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies au A sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Donc on est vraiment sur la notion liée et sur une notion qui n'est pas uniquement la détention, mais sur le pouvoir finalement de décision de l'entreprise. Donc c'est un petit peu plus vaste, on va rentrer sur un faisceau d'indices. Donc ça n'est pas l'intégration fiscale, mais c'est vraiment un lien de dépendance avec à minima en effet cette détention capitalistique. Ok, merci, très clair. Alors ensuite on a une autre question. Bonjour, un accord de licence pharmaceutique comprend l'exploitation des brevets, mais aussi des AMM, des autorisations de mise sur le marché, obtenues, sans forcément qu'une clé de répartition soit précisée dans le contrat. Est-ce que les AMM pourraient être considérés comme des actifs incorporels au sens du Code des impôts? Cela serait une vraie opportunité fiscale en faveur de la relocalisation Made in France de médicaments. Merci. Oui, alors pas forcément non, on est vraiment sur ce qui relève de la propriété intellectuelle. C'est comme un logiciel, on va pas forcément avoir tous les éléments. Donc là, en effet, ça va être, il va falloir faire une petite clé de répartition. Ok. Et ensuite, on a les félicitations, bravo Mitsuaki pour ta belle introduction et Julien pour ton incroyable expertise. Voilà, donc le webinaire plaît beaucoup. En tout cas, c'était très clair, très intéressant. Peut-être attendre quelques secondes pour savoir s'il n'y a pas une autre question qui... Oui, il y a effectivement l'accès aux slides naturellement, en effet. Enfin, peut-être que j'avance un peu en Chloé, mais oui, il y a aucun sujet. Tout à fait, oui. Non, l'idée c'est qu'on puisse partager aux participants les diapositives et puis également le replay vidéo de l'événement. Avec votre accord bien sûr, mais on a discuté un petit peu et voilà, ça sera une façon pour ceux qui n'ont pas pu participer à toute la session, parce qu'on a eu quelques questions aussi de personnes qui ont dû s'absenter, de pouvoir revisionner la présentation et revoir un peu certains aspects, voilà, s'il y a besoin de revenir sur des éléments. Donc c'est le contenu qui vit, et puis ça sera mis à disposition aussi au-delà des participants sur l'espace intranet pour les membres de France Biotech. Merci beaucoup. Merci à tous. On avait effectivement mis un petit QR code sur le profil LinkedIn de Julien. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui si vous avez des questions spécifiques. Vous pouvez lui demander. Il se tient à disposition pour répondre à vos questions si vous avez d'autres questions au-delà du webinaire. Une dernière question de Madame Le Roland. Pour les logiciels sales sans licence, mais un abonnement mensuel, un add-on, est-il une possibilité incluable dans l'IP Box? Il faut par contre que donc on est bien sur un logiciel. Alors si on est bien sur un logiciel qui est protégé par les droits d'auteur et qui présente le caractère original et que on a un abonnement en lien avec ce logiciel, on va pouvoir en effet bénéficier de l'IP Box. Mais là encore, le contrat est très important sur finalement ce sur quoi on se rémunère. C'est toujours important. Très bien. Voilà. Bon, si on est sur un logiciel innovant, effectivement, on va pouvoir. Écoutez, parfait. Écoutez, merci beaucoup Julien et Mitsuaki. N'hésitez pas pour les participants à les contacter si vous avez d'autres questions. Et puis, écoutez, c'était très intéressant. Merci pour votre expertise, pour votre temps. Et puis à très bientôt dans le cadre de la commission Corporate Finance. Pour ceux qui sont intéressés par nos contenus, n'hésitez pas à aller voir dans la partie agenda de notre site. On a pas mal de webinaires qui sont prévus dans les prochaines semaines avant l'été et puis d'autres qui auront lieu à la rentrée. Donc un grand merci à nos participants, à nos présentateurs et puis à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci à tous. Chloé. Merci à tous. Bonne journée.